En 1940, l'Allemagne déclencha le Blitzkrieg, une attaque sans précédent sur une Europe non préparée et totalement prise au dépourvu. Les divisions blindées d'Hitler surprirent le monde par leur mobilité, un niveau de protection et une puissance de feu incroyable, soumettant ainsi le continent aux forces de l'Axe. Les Alliés savaient qu'ils allaient devoir lutter contre le temps pour développer et produire un char capable de vaincre le Troisième Reich. En 1942, l'Angleterre dévoilait sa nouvelle arme de guerre, un engin dont elle espérait qu'il sauverait des vies et stopperait l'avancée de la terreur nazie, le Churchill. Le Churchill, la Grande-Bretagne contre-attaque. En 1916, la Première Guerre mondiale entamait sa seconde, terrible et sanglante année. Depuis 1914, les Français avaient enduré les plus durs affrontements contre les Allemands au cours des batailles de la Marne et de Verdun. Les armées françaises étaient à bout. Pour les Britanniques, il était temps de se rééquiper et d'assumer le lourd fardeau d'un face-à-face victorieux et définitif contre l'armée allemande. Le 17 septembre 1916, les Britanniques s'apprêtaient à lancer une arme secrète qui n'allait pas seulement écraser les Allemands, mais également stopper la vague mortelle qui décimait les rangs des Alliés. L'ère des chars de combat allait commencer. À l'aube des chars de soutien d'infanterie. Les Britanniques inventèrent le char, et dès 1917, ils en maîtrisaient l'emploi. Initialement, à son apparition en 1916, l'engin était très primitif. Il était disponible en nombre très restreint et mécaniquement peu fiable. Mais c'était un début, et comme tous les nouveaux systèmes d'armes, cela prit du temps pour arriver à maturité. Mais dès 1917, il était très bon. Et en 1918, seuls les Britanniques disposaient d'un véritable char, par opposition aux automitrailleuses surarmées. Ce furent encore eux qui intégrèrent le char au sein d'un ordre de bataille interarmes, de concert avec l'infanterie et l'artillerie, les sapeurs et de plus en plus la force aérienne, afin de produire une force agressive combinée sur le champ de bataille. Des dizaines de milliers de fantassins, bien que personne ne soit capable de dire leur nombre exact, doivent leur vie aux chars de combat. Ceux-ci brisèrent littéralement le moral de l'armée allemande, après de modestes débuts sur la Somme et jusqu'à Ambion, où nous avions plus de 400 chars en ligne qui firent une percée de 13 km dans les défenses allemandes. Cette attaque fut décrite par Ludendorff comme le jour noir de l'armée allemande. À partir de ce jour, l'ennemi n'avait plus aucune chance de gagner. Les Allemands ne pouvaient que faire face à la défaite. Et plus tard, Winston Churchill désigna les équipages de chars comme les soldats les plus efficaces de toute l'armée. Le char bénéficia d'une vague de popularité qui fit le tour de la Grande-Bretagne après ses premiers déploiements sur les champs de bataille de France. Mais tout le monde dans l'armée ne partageait pas l'enthousiasme de Churchill pour les chars. Beaucoup de commandants de cavalerie pensaient que le char n'était qu'un gouffre financier. Après la Première Guerre mondiale, quelques officiers de l'armée britannique pensaient que le char n'avait été qu'un délire issu du front de l'Ouest durant la Grande Guerre et que l'on n'en aurait plus jamais besoin. Le char n'était pas une arme absolue malgré tout ce que les journaux et les marchands d'armes disaient, mais à la fin de la guerre, il était devenu un sérieux atout à ajouter aux moyens de combat déjà existants. Peut-être pas l'arme absolue, mais une arme tout de même sacrément utile. Les Britanniques firent mieux que les autres nations dans le sens où ils préservèrent leur corps blindé après la fin de la Première Guerre mondiale. Ils le développèrent même et lui donnèrent une place importante au sein de l'armée. Il y avait un grand débat concernant le rôle et l'emploi des chars.
Était-il simplement une arme d'appui destinée à soutenir l'infanterie? Auquel cas, il n'avait pas besoin de se déplacer très rapidement, 6 km/h suffirait largement, car c'est la vitesse à laquelle les fantassins pouvaient au mieux se déplacer. Au contraire, les chars devaient-ils être capables d'opérer indépendamment? Ils nécessiteraient alors une vitesse de croisière plus élevée, une capacité de franchissement et une puissance de feu conséquente. Était-il seulement une arme défensive ou bien alors offensive? Ne servait-il qu'à la reconnaissance? Tous ces débats à propos du rôle des chars combinés aux restrictions budgétaires amenèrent les militaires britanniques à une période d'incertitude durant l'entre-deux-guerres. En 1934, l'un des derniers exercices mécanisés menés par l'armée de terre fut simplement, pour le dire clairement, organisé par des officiers supérieurs, afin de démontrer que l'infanterie et la cavalerie traditionnelle, à cheval, étaient encore prédominantes sur les champs de bataille de l'époque. À partir de ce jour, le combat des blindés et la guerre mécanisée restèrent dans l'ombre de la pensée militaire britannique. En revanche, le domaine dans lequel on peut dire que nous excellions était l'utilisation théorique des chars. Malheureusement, cette théorie fut appliquée avec enthousiasme par l'armée allemande dès qu'Hitler vint au pouvoir. Et nous payâmes cher ces années de négligence politique. Je ne suis pas sûr que les Britanniques en savaient très long sur l'activité des Allemands, et je ne crois pas qu'ils se sentaient très concernés, bien qu'ils eussent dû l'être. Les Allemands, eux, savaient exactement où nous en étions. Ils venaient en Angleterre pour de courtes visites formelles très bien organisées. Ils visitaient telle division blindée, observaient son fonctionnement, échangeaient des idées avec les soldats, la constituant, et apprenaient beaucoup auprès d'eux. Ils repartaient avec ces enseignements et les appliquaient pour la création de leur propre doctrine stratégique. Les chars produits avant la Seconde Guerre mondiale portaient les stigmates des restrictions financières qui avaient écorné le budget de la défense britannique. En 1935, le constructeur Vickers travaillait avec le gouvernement à la rédaction des spécifications pour un char d'infanterie. Vickers annonçait qu'il pouvait construire un char pour moins de 15 000 livres. Ce chiffre fut ensuite réduit à moins de 6 000 livres. Mais le char qui naîtrait de ce cahier des charges à prix réduit serait-il en mesure de répondre à un besoin? Le Matilda I. C'était bien peu de choses. Des chenilles, un moteur, une caisse blindée, une tourelle blindée avec une mitrailleuse dessus et c'était tout. Il ressemblait à un canard et il tirait son nom du canard d'un dessin animé de l'époque appelé Matilda. Ce qu'on voulait réellement, c'était un char de combat qui pourrait tout faire. Mais au début de la guerre et ensuite pendant un certain temps, ce n'était pas le concept retenu par les Britanniques. Nous avons alors produit une série de chars d'infanterie et le Matilda fut celui avec lequel nous entrâmes en guerre. Le A-11, connu sous le nom de char d'infanterie Matilda, embarquait un équipage de 2 hommes. Il était armé d'une mitrailleuse de 3 pouces et son blindage était épais de 60 mm. Il mesurait 4,85 m de long pour 2,28 m de large et 1,86 m de haut pour un poids de 11,16 tonnes. Le Matilda I était un véhicule très simple avec un équipage de 2 hommes destiné à combler un vide. Il offrait une certaine protection. Il était d'une fiabilité raisonnable. Le problème résidait dans sa petite taille. Tout ce qu'il pouvait emporter, c'était une mitrailleuse qui était en plus très difficile à utiliser. Il pâtissait de tous les problèmes liés à son coût très réduit. Et surtout, il ne disposait d'aucune arme perforante lui permettant d'affronter d'autres chars. Ce qui est intéressant à propos des Britanniques, c'est qu'ils étaient les seuls qui focalisaient sur le blindage. Et c'était évidemment le principal atout du Matilda. Le reste était extrêmement médiocre. Il pouvait à peine se déplacer au pas. Il avait un moteur de voiture Ford et était donc sous-motorisé, avec une suspension très faible et un armement très léger. C'était littéralement une petite casemate blindée mobile. Il n'avait quasiment aucune puissance. Il fut assez souvent utilisé en contre-offensive, à Arras en 1940, où honnêtement il tint la dragée haute aux Allemands. Rommel lui-même faillit être tué par l'un d'eux. C'est en fait son adjoint qui fut touché. Rommel pensait être attaqué par 5 brigades. En réalité, il était attaqué par 3 régiments. Cette contre-attaque ne se contenta pas de bousculer la division de Rommel. Elle effraya toute la division SS engagée en périphérie.
Le Matilda causa une telle panique dans les états-majors allemands que le raid des Panzer-Divisions jusqu'à la côte fut retardé de 24 heures. Ce délai crucial permit d'assurer l'évacuation de Dunkerque. Mais ce fut la seule heure de gloire du Matilda. Il ne fut jamais réellement bon et n'offrit jamais une puissance de feu suffisante. Le Matilda II, le char roi des champs de bataille. Le Matilda II marqua un énorme progrès par rapport au Matilda I. Il avait une vraie tourelle avec un canon de 2 livres et un blindage encore plus épais. Il était relativement mobile, sa vitesse atteignait près de 20 km/h, donc un peu plus rapide que les fantassins débarqués, et possédait un rayon d'action satisfaisant. Le problème résidait dans son coût de production beaucoup plus élevé que celui de son prédécesseur. Ce qu'il ne pouvait pas faire, c'était tirer les obus explosifs, ce qui le rendait moins efficace en soutien de l'infanterie que le Matilda I, car tout ce qu'il pouvait faire, c'était attaquer les blindés ennemis ou défendre l'infanterie contre des chars adverses en maraude. Mais il ne pouvait soutenir l'infanterie par des tirs d'obus explosifs lors des attaques, ce qui était pourtant le rôle supposé des chars d'infanterie. Il n'y en avait pas beaucoup. Un seul régiment de Matilda était disponible lorsque Wavell lança son offensive contre les Italiens en 1940. Ces derniers découvrirent qu'ils ne disposaient d'aucun canon capable de perforer le blindage du Matilda. En fait, l'apparence du Matilda était souvent suffisante pour dissuader l'infanterie adverse et la pousser à la reddition. C'est ce qui scella le sort de la 10e armée italienne. D'abord à Bourani, puis plus tard à Hardy et à Tobrouk. Ils n'avaient rien à opposer aux Matilda, leurs propres chars étant très mal conçus et leurs canons anti-chars mal adaptés. C'est durant cette campagne que le char gagna son titre de roi des champs de bataille. Un titre qu'il conserva jusqu'à ce que l'Africa Corps se déploie en Afrique du Nord l'année suivante avec ses redoutables canons anti-chars. Il connut un énorme succès en France et lors des premières campagnes d'Afrique, résistant aux obus de la plupart des canons anti-chars de l'Axe. La seule chose qui pouvait le détruire était le canon anti-aérien de 88 mm. Mais il avait prouvé sa valeur et était extrêmement populaire au sein des troupes. Le Valentine, les chiens de terrier de Monty. Le char d'infanterie Valentine représentait une avancée par rapport à ses prédécesseurs. Il nécessitait un équipage de 3 hommes et il était armé d'un canon de 2 livres ainsi que de 2 mitrailleuses BESA de 7,92 mm. Son blindage était épais de 65 mm et il était mû par un moteur AEC développant 135 chevaux, le propulsant à une vitesse de 25 km/h avec une autonomie de 145 km. Au départ, le ministère de la Guerre n'était pas très enthousiaste à propos du Valentine, car il ne correspondait pas vraiment au rôle de cruiser tank. Il ne le pensait pas assez rapide pour ça. D'un autre côté, il n'était pas non plus un vrai char d'infanterie, parce qu'il n'était pas aussi lourdement blindé que ce que l'on croyait nécessaire pour ce type de char. C'était un concept un peu bâtard. Mais l'armée avait désespérément besoin de chars dans les premières phases de la Seconde Guerre mondiale. Il fut donc décidé de produire ce véhicule. Une bonne décision au final, car ce fut l'un des meilleurs chars britanniques du début de la guerre. Il tirait son nom du fait que son concept avait été présenté le jour de la Saint-Valentin. Il utilisait des éléments éprouvés comme la suspension testée sur les chars moyens A9 et A10, ainsi qu'un excellent moteur, qui ne tombait presque jamais en panne. Le Valentine. Au moins, nous avions un char britannique qui était mécaniquement fiable. Mais c'était toujours un char d'infanterie, donc il était terriblement lent. Et en réalité, c'était un moyen extrêmement coûteux de porter une mitrailleuse. Au cours de la guerre, il fut plus lourdement armé, mais avec difficulté, car l'un des problèmes du Valentine résidait dans sa tourelle très réduite.
Malgré tout, nous en produisîmes une quantité phénoménale. Un tiers des chars britanniques produits pendant la guerre étaient des Valentine. Il était assez inhabituel de trouver dans un environnement désertique un char présentant un tel niveau de fiabilité. Un régiment parcourut la distance d'El Alamein à la Tunisie avec les mêmes véhicules, ce qui est un exploit. D'où son surnom, le chien de terrier de Monty. Les inconvénients résidaient dans sa taille, relativement petite, et sa tourelle manœuvrée par 2 hommes, alors qu'une tourelle nécessite réellement 3 soldats. Autrement, c'était un bon petit véhicule. Vous pouviez le camoufler en un morceau de rocher et il devenait presque impossible de le repérer. Le Churchill. Pendant ce temps, au Royaume-Uni, la 4e génération de chars d'infanterie avait pris forme. Lorsque la guerre éclata en 1939, il fut convenu que même si la guerre des tranchées appartenait au passé, il y aurait besoin de chars d'infanterie capables de franchir un terrain dévasté par l'artillerie et encombré d'obstacles variés. Si le Churchill avait été produit 25 ans plus tôt, il aurait été un engin brillant, car il fut conçu pour la Première Guerre mondiale. Il avait été imaginé pour le front de l'Ouest. Tous pensaient que ce front de la Grande Guerre serait identique lors de la Seconde Guerre mondiale. Une surface de champ constellée de trous d'obus avec de profondes tranchées, d'épais barbelés, dans laquelle la vitesse maximale ne serait pas très importante, mais avec une mobilité permettant aux chars de franchir des obstacles. Malheureusement pour les concepteurs du Churchill, la Seconde Guerre mondiale fut tout sauf ça. Ce conflit fut plutôt une guerre de mouvement et beaucoup des caractéristiques du Churchill, supposées être des qualités, allaient se révéler finalement inutiles. À ce moment précis, nous n'avions plus aucun char en service dans le pays. Il était important, dramatiquement important, de produire le plus de chars possible. Et Vauxhall se vit notifier la production et la livraison aux unités de toute la dotation dans un délai d'1 an. Cet objectif fut atteint, mais cela ne laissa pas assez de temps pour les essais et les évaluations. Le Churchill était une tentative pour rectifier les erreurs du passé. Il était manœuvré par un équipage de 5 hommes, emportait un canon de 2 livres, une mitrailleuse BESA de 7,92 mm et un obusier de 3 pouces. Son blindage atteignait 102 mm et son moteur Bedford, 12 cylindres, développait 350 chevaux, le propulsant à une vitesse maximale de 25 km/h pour une autonomie de 145 km. En 1940, nous avions désespérément besoin d'un char. La plupart de ceux que nous avions furent abandonnés lors de l'évacuation de Dunkerque. C'est ainsi que le Churchill fut produit précipitamment sans avoir été testé au préalable. Et inévitablement, de gros problèmes mécaniques ne manquèrent pas de se manifester. Winston Churchill lui-même n'était pas très satisfait que son nom fût donné à une machine qui ne fonctionnait pas très bien. Le design du Churchill descendait directement des dessins en losange des engins de chasse Mk1 à Mk5, datant de la Grande Guerre, avec une très large surface de roulement. C'est pourquoi le Churchill paraît tellement démodé en photo, si ressemblant à un char de la Première Guerre mondiale avec ses larges chenilles. Lorsque les équipages commencèrent à s'entraîner sur le Churchill, ils furent confrontés à une multitude de problèmes techniques. Il y avait des problèmes de moteur, de transmission, de chenilles. Il y eut même des pannes par temps de pluie. Car dans sa hâte, le constructeur n'avait pas monté les circuits de drainage et la pluie s'accumulait sur le plancher. Mais Vauxhall avait détaché des équipes d'ingénieurs dans les unités équipées de Churchill qui résolurent ces problèmes très rapidement grâce à une série de modifications. Au final, leur manuel disait « Nous savons que ce véhicule n'est pas parfait.
Et puis s'ensuivait toute une liste de fautes qui furent corrigées très rapidement. Ainsi, à la fin 1941, début 1942, nous disposions d'un char opérationnel. Les équipages appréciaient le Churchill. Par exemple, il s'enflammait beaucoup moins facilement que le Sherman lorsqu'il était touché. L'un des plus gros défauts du Sherman était de prendre feu dès qu'il était touché. Vous pouviez vous extraire du Churchill beaucoup plus facilement que de n'importe quel autre char, car il avait 2 trappes latérales relativement faciles à atteindre. Il était également assez spacieux à l'intérieur et il était confortable. Le Churchill avait une apparence inhabituelle, car ses chenilles et les galets autour desquels elle venait s'enrouler dépassaient de l'avant du char, ce qui lui faisait comme 2 grosses cornes. Et c'est dans ces termes qu'on le surnommait. Beaucoup d'ingénieurs trouvaient cela inacceptable, car cela restreignait la visibilité du pilote qui se trouvait très reculé dans la caisse. Quoi qu'il en soit, les chars étaient si bruyants et la vision du pilote était si restreinte que la restreindre un peu plus ne faisait guère de différence sur le champ de bataille. Et cela n'était pas trop mal. À l'intérieur du char, lorsqu'on regardait vers l'avant depuis la caisse, on voyait le poste de pilotage sur la droite avec les commandes habituelles. Sauf qu'à la place des 2 leviers de direction, dont la plupart des chars étaient équipés, vous trouviez une sorte de guidon. Autrement, l'emplacement du mitrailleur de caisse se trouvait sur la gauche, et l'on peut voir son poste de tir avec la mitrailleuse BESA montée sur rotule et ici la visée du canon. À l'intérieur de la tourelle, vous voyez ici le poste du chef de char sur l'avant gauche, avec le siège du tireur et les commandes de tir juste devant lui. Vous pouvez également constater que le Churchill était un véritable capharnaüm. Avant l'avènement des autoroutes, la plupart des mouvements de blindés à grande échelle encombraient les voies de communication. À cause de cela, il fut décidé qu'une tourelle à 2 hommes serait la plus adaptée, car il n'abriterait que le tireur et le chef de char. Cela signifiait que ce dernier devait non seulement diriger le pilote en lui disant où aller, mais aussi le tireur s'il pouvait repérer l'ennemi et ordonner des tirs tout en gérant les communications radio avec les autres chars de son unité. Quant aux chefs de peloton et d'escadron, ils étaient en plus de tout cela en contact avec le commandement, ce qui était complètement inapproprié sur un champ de bataille moderne. Le chef de peloton avait alors une telle charge de travail qu'il devait finalement choisir entre rester en contact avec les autres chars de son unité ou faire feu sur l'ennemi. Assez rapidement, on se rendit compte qu'une tourelle à 3 hommes était un minimum et que de nombreuses modifications sur le plan d'étude des chars allaient être nécessaires pour pouvoir y adapter de nouvelles tourelles plus tard au cours de la guerre. Désastre à Dieppe. Le Churchill fut déployé la première fois à Dieppe, en France, le 19 août 1942. Un raid fut lancé pour tester les défenses d'une zone littorale ennemie lourdement fortifiée. Les tragiques leçons apprises seraient appliquées plus tard, lorsque les Alliés revinrent sur le continent européen. On a souvent cru que le Churchill essuya un cuisant échec à Dieppe, et nous l'avons tous dit. Oui, les Churchill débarquèrent sur la plage. Mais n'importe quel char qui aurait débarqué sur la plage de Dieppe aurait eu ses problèmes. Et le problème, c'est que c'était une plage de galets. Les Canadiens assurèrent le gros du travail. Et c'est l'un de leurs régiments de Churchill, le Calgary Regiment, qui débarqua depuis les navires. C'est là que les choses allaient mal tourner. Les chenilles d'acier n'avaient simplement aucune accroche sur les galets, de tout petits cailloux qui glissaient dans tous les sens. Et plus les chenilles patinaient, plus les chars s'enfonçaient. Il y avait ensuite une digue. Les chars devaient donc franchir la plage et escalader la digue. Une procédure avait été mise en place pour cela. Les sapeurs devaient débarquer et placer des rampes de bois pour que les chars puissent passer par-dessus la digue et ainsi entrer dans la ville. Mais les sapeurs se perdirent ou leurs barges furent coulées. Ils n'atteignirent jamais la plage et ceux qui y parvinrent ne purent jamais placer les rampes, laissant les chars bloqués par la digue. Mais cela serait arrivé avec n'importe quel char de cette époque. Personne n'aurait été capable de sortir de cette plage. Ce n'est pas quelque chose imputable au Churchill.
C'est réellement l'opération qui fut compromise. Les performances du Churchill n'ont été ni pires ni meilleures que ce qu'on pouvait en attendre. Donc, Dieppe ne représente en aucun cas un test crédible des véritables capacités de ce char. Nous n'avons pu embarquer ni réembarquer aucun de ces chars qui tombèrent tous aux mains de l'ennemi. Quand les Allemands vinrent examiner le Churchill, ils crurent à un engin d'une autre guerre. Ils allèrent jusqu'à penser qu'ils étaient obsolètes ou que c'étaient des engins déclassés dont nous voulions nous débarrasser. Ils ne voyaient pas comment le Churchill pouvait entrer dans un schéma de combat de blindés. Il ne le pouvait d'ailleurs pas. Et ils se dirent qu'il était inopportun pour nous de vouloir développer notre propre arme blindée car le Churchill était clairement une bizarrerie mécanique inutile. Victoire en Afrique du Nord. Après la défaite cuisante de Dieppe, la carrière du Churchill semblait compromise avant même d'avoir débuté. Plutôt que de remplacer le Churchill en service, il fut décidé d'envoyer un contingent dans le désert d'Afrique du Nord. C'est là que le Churchill fut obligé de relever le défi, sous peine d'être mis à la casse. Le Churchill eut son baptême du feu en Afrique du Nord. C'est en Tunisie plus que dans les plaines de Libye qu'il put réellement s'exprimer. Un nombre restreint de Churchill fut déployé dans le désert pour constituer une unité d'évaluation baptisée King Force. Sa première opération fut El Alamein, lors de laquelle il se comporta remarquablement bien. C'était très important pour le Churchill à ce stade, car tout le projet était menacé d'annulation. Le Churchill fut incroyablement utile, à la surprise générale, car il était réellement obsolète. Et tout à coup, nous découvrions un char qui franchissait les pentes avec une aisance incroyable, très utile en Tunisie. J'ai eu vent d'une anecdote selon laquelle un chef d'escadron avait placé ses chars sur une pente dont personne n'aurait jamais pensé qu'elle était franchissable. Il les guida à pied, ce qui est assez ébouriffant. Bien entendu, cela n'arrivait pas systématiquement. Parfois, sur une pente, un char pouvait glisser, basculer, et une fois que cela commençait, cela ne s'arrêtait plus. J'ai le souvenir d'un incident horrible au cours duquel un Churchill se retourna sur le flanc d'une colline très raide et fit 6 tonneaux avant d'arriver en bas. La tourelle arrachée du châssis et tous les membres d'équipage tués. Mais c'est le genre de risque que les tankistes qui servaient sur Churchill prenaient, car ils avaient énormément confiance dans leur véhicule. Ils savaient que 9 fois sur 10, ils ne les laisseraient pas tomber. Ils furent tous durement touchés par des canons anti-chars de tout calibre et des tirs d'artillerie. Et malgré tout, ils parvinrent à survivre remarquablement bien. Globalement, le baptême du feu du Churchill dans le désert occidental fut donc très encourageant. Il joua un rôle très important dans le sens où, comme les défenses de l'Axe étaient positionnées autour de la vallée de Madjourda, la voie d'accès vers Tunis, le Churchill dut franchir ces collines et y affronter l'ennemi. Une fois la principale hauteur conquise, l'issue était cousue de fil blanc. Et vous pouviez mesurer combien de temps allait passer avant la conquête de la colline suivante. Et quasiment prédire à l'avance le moment où l'Axe se rendrait. Donc oui, le Churchill fut la clé qui permit d'ouvrir la porte. Et après cela, ce n'était plus qu'une opération de nettoyage.
Au-delà de la capacité du Churchill à grimper les collines, mise à mal par son centre de gravité, subsistait le vieux problème de la coopération entre l'infanterie et les blindés. Selon Neville Gilman, ancien officier de la 7e division blindée, il existait une difficulté d'entente entre les fantassins et les tankistes. Nous étions sous un déluge de feu. Mais quand vous êtes dans un char, même inconfortable, car c'était des tirs d'artillerie, pas des obus anti-chars, ça n'était pas très inquiétant. Nous étions vraiment désolés pour les fantassins qui étaient autour de nous pendant que nous essuyions ces tirs d'artillerie. Ce qui est très étrange, c'est que ces fantassins se disaient toujours « Oh mon Dieu, je ne voudrais pas être dans ces boîtes de conserve pour tout l'or du monde !» Tandis que nous avions l'habitude de dire « Oh, les pauvres types au dehors, au moins, nous sommes relativement protégés. » Les Britanniques prirent un temps horriblement long à mettre en place une coopération efficace entre infanterie et blindés. Les tankistes ne faisaient pas réellement confiance aux fantassins et réciproquement. Ils ne s'entraînaient pas assez ensemble. Ils ne coordonnaient jamais vraiment leurs actions, et ce, même plus tard dans le déroulement de la guerre. Il y avait d'autres raisons à cela, et notamment les communications. Il était très difficile pour un fantassin de parler à un chef de char. Toutes les radios n'étaient pas compatibles entre elles. Lorsqu'un lance-roquette anti-char portable faisait feu, c'était un gros souci pour les chars. L'avancée technologique qui rendit cela possible fut l'apparition des obus à charge creuse qui, par leur tête chauffée à blanc, déclenchaient l'enfer à l'intérieur du char, causant le chaos et la panique, comme on peut l'imaginer. Un fantassin ennemi portant un Panzerfaust ou un bazooka pouvait se trouver quasiment n'importe où, si ce fantassin était assez courageux pour rester à couvert jusqu'à ce que le char se trouve à portée de tir. Ces armes anti-chars se révélèrent dévastatrices. J'avais trouvé une bonne position dans une ornière où les camions étaient passés. Et les ornières étaient si profondes que je pus m'y glisser. Je tirais 5 projectiles sur un char. Il était énorme et j'étais droit face à son canon. Comme je tirais une dernière roquette, il tira un coup qui arriva sur ma gauche. Et je fus touché sur tout le flanc gauche, de ma tête à mon épaule. Il fallut reconsidérer les tactiques d'emploi des chars d'infanterie. Et à partir de ce moment-là, les chars allaient mener les attaques à découvert, comme c'était le cas auparavant. Dans les zones cloisonnées, comme les vignobles, bocages, sous-bois, zones urbaines, l'infanterie passerait devant, soutenue par les chars progressant juste derrière. Les variantes du Churchill. Alors que la guerre se poursuivait et que le bilan s'alourdissait, il devint dramatiquement clair que les sapeurs avaient grand besoin de véhicules spécialisés pour les aider dans leur dangereux travail. Ce besoin urgent donna naissance au Churchill AVRE. L'une des leçons apprises lors du raid de Dieppe était de connaître à l'avance les défenses ennemies pour savoir quel type d'obstacles nous aurions à surmonter pour franchir ce que Hitler appelait son mur de l'Atlantique. Le Churchill était, grâce à sa taille, une base très adaptée à la conversion vers une large gamme d'engins de génie. Être sapeur de combat est un travail extrêmement dangereux. Essayer de retirer ou démolir des obstacles, des ponts, déminés sous le feu ennemi est, comme vous pouvez l'imaginer, incroyablement coûteux en vies humaines. Quelques méthodes ont vu le jour pour éviter cela. Le Churchill prouva qu'il était une plateforme idéale avec son excellente mobilité et son épais blindage. Il avait un profil assez ramassé, ce qui permettait d'installer des équipements supplémentaires sans trop grossir sa silhouette. Les Royal Engineers développèrent une tourelle spéciale pour y monter un mortier de 290 mm qui tirait une charge appelée la poubelle volante. Et cette poubelle volante était capable d'ouvrir littéralement un bunker en béton.
L'autre appareil utilisé sur le Churchill AVRE, comme on le nommait, était un pont à poutrelles que l'on pouvait poser contre une digue. Il avait de gros fagots, aujourd'hui constitués de tuyaux, mais à l'époque des deux guerres mondiales, il était fait de fagots de bois. Il fallait donc être très prudent avec. Ils étaient extrêmement lourds, à tel point qu'ils nécessitaient un char avec une solide suspension pour les transporter. On pouvait les verser dans n'importe quelle tranchée pour ensuite la franchir. Un léger problème apparut avec le Churchill la première fois qu'ils s'en servirent, lié au fait qu'ils avaient placé le fagot à l'arrière de l'engin. Le pot d'échappement, placé lui aussi à l'arrière, mit le feu au fagot de bois, ce qui fut assez effrayant pour l'équipage. Ils le placèrent par la suite à l'avant, bien que cela empêcha d'utiliser l'armement principal. Nous étions satisfaits des Churchill, car ils nettoyaient les champs de mines avec leurs fléaux. Quand ils arrivaient, nous étions vraiment très heureux. Leur rôle était d'éviter des morts supplémentaires dans ce qui était déjà un terrible gâchis humain, et ils en firent la preuve avec un énorme succès en Normandie. L'une des variantes les plus intimidantes et dévastatrices du Churchill était le Churchill Crocodile, armé d'un lance-flammes. Il fut déployé en Normandie après le débarquement. Le Crocodile était l'une de ces variantes, habituellement un dérivé du Churchill, parfois d'un Cromwell, mais plus rarement. C'était en fait un gros lance-flammes mobile. Il tractait derrière lui une grande remorque de napalm et il avait sur l'avant un canon qui crachait des flammes. Le canon crachait son jet de flammes jusqu'à 90 mètres. Ce feu restait collé à tout ce qu'il touchait. C'était une arme terrible. Assez souvent, il travaillait en coordination avec le AVRE. Celui-ci tirait ses obus de mortier, ouvrait un blocos, et si les occupants ne sortaient pas rapidement, le Crocodile s'approchait et enflammait l'intérieur. Le napalm enflammé coulait à l'intérieur et forçait les occupants à sortir. Très utile pour nettoyer les bunkers ou les réseaux de tranchées. On peut dire que c'était quand même un horrible moyen de tuer. Souvent, la simple apparition du Crocodile était suffisante pour que l'ennemi se rende. À l'inverse, si un équipage de Crocodile était fait prisonnier, il ne fallait pas s'attendre à beaucoup de pitié à son endroit. Je ne dirais pas qu'ils aimaient leur boulot. Un ancien tankiste sur Crocodile m'a confié un jour qu'il le trouvait inhumain. Vous pouvez imaginer le résultat du passage d'un Crocodile. Une fois qu'on avait vu cela, on ne pouvait plus l'oublier. C'était vraiment atroce. La guerre elle-même est atroce, mais c'est le résultat qui compte. C'est pour cela que vous vous battez. C'était une arme particulièrement horrible, et les équipages de Churchill Crocodile pouvaient s'attendre à très peu de ménagement de la part des Allemands en cas de capture. Malgré tout, il faut dire qu'en de nombreuses occasions, la simple présence d'un char lance-flammes était suffisante pour forcer les Allemands, qui en d'autres circonstances auraient résisté, à se rendre immédiatement. Cette arme, tout aussi inhumaine qu'elle fût, par ailleurs, sauvait d'autres vies, donc ça n'était peut-être pas une arme aussi inhumaine que l'on pouvait l'imaginer. Duel en Normandie. Le 6 juin 1944, les Alliés lancèrent un débarquement amphibie sur les plages de Normandie. Leur plan était d'amener la majorité des blindés allemands dans les secteurs britanniques et canadiens pour permettre aux Américains de sortir de la plage. Pour réaliser cela, les régiments de Churchill appuyèrent un grand nombre de raids d'infanterie sur les villages tenus par l'ennemi. Mais les Allemands avaient prévu de résister farouchement. Hitler avait formellement interdit à ses troupes de lâcher un pouce de terrain. Et les Allemands lancèrent de furieuses contre-attaques avec leurs Tigres, Panthères et les Panzergrenadiers. Les soldats alliés étaient conscients de leurs désavantages. Non seulement ils s'attendaient à combattre sur un terrain sur lequel leurs chars pouvaient difficilement évoluer, mais ils auraient en plus à affronter un ennemi retranché et armé de chars plus puissants et d'armes anti-chars. La situation était mal engagée.
En combat, le Churchill ne pouvait affronter le Panther ni le Tigre, ni même le Panzer IV. Ils ne jouaient tout simplement pas dans la même catégorie. Et si vous vous retrouviez face à un Panzer IV, un Tigre ou un Panther, vous évitiez la confrontation autant que possible. Vous utilisiez le Churchill et ses variantes dont nous avons parlé précédemment, les chars lance-flammes et autres, ou vous les utilisiez en terrain accidenté car ils étaient à l'aise, mais vous ne les engagiez pas contre des tigres. La principale raison pour laquelle le Churchill resta en service sur le front tout au long de la guerre était son épais blindage frontal, sa survie sur le champ de bataille. Il était le seul char allié, y compris les chars américains, qui pouvait ne serait-ce qu'envisager de résister à un Panther ou un Tigre en combat. Il n'aurait jamais pu les détruire, mais il pouvait au moins essayer de tenir le terrain qu'il venait de prendre en attendant d'autres moyens d'appui en route pour l'aider. En combat de chars face à face, le Churchill disposait d'un blindage bien plus épais qu'aucun autre véhicule allié. Mais à portée de combat, il restait très vulnérable face aux obus allemands de 75 mm et 88 mm. Une histoire tristement célèbre est celle d'un peloton de Churchill détruit en l'espace de 2 ou 3 minutes par 3 ou 4 panthères allemands armés de canons de 88 mm. Sous bien des aspects, il avait une meilleure durée de vie que beaucoup d'autres chars alliés. Mais il pâtissait toujours de son canon de 75 mm qui pouvait au mieux servir contre des chars allemands à des portées très réduites. Mais arriver si près était difficile. Sous beaucoup d'aspects, le Churchill était désavantagé, car il ne pouvait pas se déplacer à une vitesse élevée comme le Cromwell et peut-être le Sherman. Tous les chars allemands, même le Panther, étaient très silencieux. Vous ne les entendiez pas jusqu'à ce que quelqu'un dise « Hé, il y en a un qui arrive au coin ». Ils étaient très silencieux, alors que nos Sherman et Churchill faisaient un tel boucan qu'on pouvait les entendre arriver à 1 kilomètre à la ronde. En général, il était difficile pour les Churchill, quel qu'en fût le nombre, d'affronter un groupe de tigres. Assez souvent, je pense à plusieurs exemples en Italie, l'artillerie moyenne fut la seule solution pour dégager les Churchill. Même lorsque le canon de 6 livres fut monté, comme ce fut le cas plus tard avec quelques Churchill, la capacité de pénétration de blindage contre le Tigre et le Panther n'était pas encore suffisante. Au combat, les Churchill n'avaient jamais l'avantage, et les équipages en avaient vraiment assez. Ils auraient voulu pouvoir se battre d'égal à égal. Le Prince Noir. Dans une tentative de mettre le Churchill au niveau du Panther ou du Tigre, il fut décidé de construire un Super Churchill. Le nouveau Churchill, merveilleusement baptisé Prince Noir, allait recevoir une nouvelle tourelle avec un canon de 17 livres, qui était un excellent canon anti-char. Pour y arriver, il fallut élargir la caisse et effectuer de nombreuses autres modifications à l'intérieur du char. Un certain nombre de prototypes furent construits, mais malheureusement le Prince Noir n'entra en production que trop tard pour participer à la Seconde Guerre mondiale. Il fut le chant du cygne du concept de char d'infanterie. Malheureusement, il arriva bien évidemment trop tard pour avoir un quelconque impact sur l'issue de la guerre, mais il fut utilisé lors de la guerre de Corée, au cours de laquelle sa capacité à grimper les collines, combinée à son excellent canon, dépassait tout ce que les Chinois ou les Nord-Coréens pouvaient produire. Bien que le Prince Noir arrivât après la capitulation des forces de l'Axe, le Churchill avait une guerre de plus à mener. En novembre 1951, un escadron de Crocodile débarqua en Corée. Il faisait partie de la 29e brigade d'infanterie britannique. À ce stade, la guerre basculait rapidement du nord au sud et inversement.
L'idée d'enflammer des positions fortifiées ne s'appliquait pas dans ces circonstances particulières. Et l'escadron, à l'exception d'un cas, abandonna ses remorques et combattit comme avec des chars conventionnels dotés de canons. Ils aidèrent à dégager un bataillon d'infanterie pris au piège, évacuant la plupart de ses compagnies. Ils manœuvrèrent également avec les Américains qui ne furent pas avares de louanges. Ils combattirent magnifiquement sur les collines coréennes, excepté en hiver où les chenilles d'acier n'accrochaient pas sur la toundra à moitié gelée. Depuis ses débuts sur les champs de bataille ensanglantés de la Grande Guerre, aux pentes arides de la Corée du Nord, le char de soutien d'infanterie joua un rôle crucial dans ces conflits qui ont changé la face du monde. Après des décennies de restrictions budgétaires, d'indécision et une série de chars décevants, les espoirs de l'Angleterre et de son armée reposaient sur le Churchill. Malgré ses débuts désastreux sur les plages de Dieppe, sa légendaire capacité de franchissement le sauva de la casse. Il contribua également à bouter les forces de l'Axe hors d'Afrique du Nord. Le Churchill fut un pionnier sur le champ de bataille et mérite sa place parmi l'un des meilleurs chars que la Grande-Bretagne ait jamais produit. Le Churchill, bien que lent et apparemment démodé, était un vieux survivant des champs de bataille. Et pour cette raison, le fait qu'il puisse encaisser tant de mauvais traitements sur la ligne de front le place parmi les meilleurs chars britanniques de toute la guerre. Le Churchill, en une phrase, fut incroyablement résistant. Il avait une excellente mobilité tout-terrain. C'était vraiment un superbe char avec un tout petit canon. Le Churchill fut conçu et prévu pour une guerre qui n'eut jamais lieu. Il avait toutes sortes de défauts à ses débuts. Mais sa capacité à escalader les pentes lui donna un sursis, et son aptitude à être décliné en d'autres variantes lui permit d'allonger sa durée de vie bien au-delà de ce qu'elle aurait dû être.